Chapitre 2. Aurillac, commissariat de police, samedi 17 octobre 2015, 18h41. J'ai besoin de vous, capitaine. Combien de fois, depuis qu'il était à Aurillac, Malo avait-il entendu ces mots? Dans la bouche d'une mémé qui avait perdu son caniche, d'une ménagère dont le mari s'était tiré avec la boulangère, que savait-il encore? C'était d'habitude le prélude à une longue plainte, parfois entrecoupée de sanglots déchirants, d'où la boîte de mouchoirs en papier dont il avait pris soin de garnir son bureau, ou de brusques montées de colère se terminaient par quelques tapes dans le dos et une reconduction à l'entrée du commissariat, comme le psy vous ramenait à l'entrée de son cabinet, les honoraires en moins. Malo devinait que les mouchoirs ne seraient pas de mise cette fois. Il avait au bout des doigts ce fourmillement, cet indicateur infaillible qui le titillait quand il reniflait une piste et qui ne l'avait jusqu'alors jamais trahi. Il fallait qu'il se calme et reprenne des choses depuis le début. Les présentations d'abord, si vous voulez bien, monsieur. Lapierre, le renseigna obligeamment son interlocuteur, qui semblait se retenir à grand-peine, pressé visiblement, de vider son sac, comme tous ceux qui venaient envahir son bureau sans y avoir été invités. Lapierre. Comme le bonhomme lui-même, le nom lui rappelait quelque chose. Il lui semblait l'avoir lu il n'y avait pas longtemps. Monsieur Lapierre, répéta-t-il, espérant que le fait de prononcer ces syllabes le mette sur la voie. Yves Lapierre, précisa le petit homme trapu. À l'entendre, Malo avait l'impression qu'il aurait dû immédiatement le reconnaître. Il se demanda alors s'il ne s'agissait pas d'un des membres du conseil municipal ou de la communauté d'agglomération qui aurait très mal pris de ne pas être reconnu. Quand Malo était petit, son père, grand joueur devant l'Éternel, avait comparé la mémoire à une sorte de labyrinthe. L'enfant qu'il était, avec son imagination débordante, avait tôt fait de s'emparer de l'image et d'en faire un jeu. Avec ses références et son esprit de gosse, il avait transformé ce labyrinthe en une sorte de donjon à étages, truffé de pièces et de choses-trappes, de monstres aussi, et de gardiens, dans lequel étaient stockées toutes les connaissances qu'il avait acquises. Les plus anciennes dans les étages les plus inaccessibles, les plus récentes à l'entrée, et celle-ci. Il parcourut en pensée quelques rayonnages quand il tomba sur l'information, sous la forme d'un journal posé à plat sur une table de bois massif, en attente d'être classé. À la une figurait une grande photo de ruine à moitié excavée. Un chantier à ciel ouvert, à côté, en plus petit, le portrait de son visiteur. L'archéologue, affirma-t-il comme s'il n'avait jamais hésité. Son interlocuteur se rengorgea. Le bonhomme, comme la plupart des gens, du plus célèbre au plus insignifiant, appréciait qu'on l'identifie. En bon flic qu'il était, Malo prit note de l'information. Il avait pu constater dans sa carrière que la flatterie se révélait parfois aussi efficace que la menace. « Je suis surpris que vous me reconnaissiez. »« Évidemment, répondit Malo qui, dans son donjon mémoriel, s'était assis sur le grand banc de bois de la table grossière et lisait les mots du journal comme s'il avait eu devant lui. « Les fouilles de l'abbaye Saint-Géraud. C'est cela même, acquiesça son visiteur ravi. Je ne savais pas que les capitaines de police s'intéressaient de si près à l'archéologie. C'est inhabituel. À quoi s'intéresse-t-il d'habitude demanda Malo par curiosité. Au rugby, essentiellement, répondit aussitôt l'archéologue. Et pour le coup, il avait raison, Malo devait bien l'avouer. Il songea à Albert qui devait, à cet instant même, boucler le vieux Jackie dans sa cellule en s'assurant qu'il était bien bordé pour ne pas prendre froid. Il avait aussi ce côté-là, Albert. Je suis un cas atypique, et je ne suis pas de la région, ajouta-t-il aussitôt. Cette explication simpliste sembla suffire à son visiteur qui, de toute manière, s'était déjà remis tout seul sur les rails de son histoire. « Il faut que vous m'aidiez, capitaine. C'est une question de vie ou de mort. » Malo leva un sourcil. « De vie ou de mort. Rien que ça. » La pierre pour un archéologue, c'était quand même un comble. Il en serait presque venu à croire à la prédestination, répondit aussitôt. « De vie ou de mort de ce chantier. Vous avez un peu suivi les aventures des fouilles ?» Malo, qui n'était pas aurillacois et ne se sentait guère concerné, avait néanmoins un peu suivi l'affaire, ne serait-ce que par le caractère exceptionnel qu'elle revêtait. Ça a commencé il y a 4 ans, non? Avec ce projet d'aménagement du quartier Saint-Géraud. Saint-Géraud était la plus imposante église de la ville, construite sur l'emplacement d'un complexe plus ancien, baptisé du nom de son fondateur, un neveu de Charlemagne, qui aurait renoncé aux armes et aurait donné toutes ses terres à l'abbaye, autour de laquelle la cité s'était développée au IXe et Xe siècle après Jésus-Christ. C'est cela, approuva l'archéologue, en adoptant inconsciemment
le ton d'un enseignant donnant un cours. Avec le projet de l'îlot Saint-Géraud, pour moderniser les vieux quartiers insalubres de la ville, et ces maisons laissées à l'abandon, et inciter les gens à revenir en ville. Il marqua une pause avant de reprendre. Les gens ici, du moins ceux qui s'intéressaient un tant soit peu à l'histoire d'Aurillac, savaient que l'abbaye devait s'être trouvée quelque part par là. Mais ils pensaient que, comme en beaucoup d'autres endroits, on en avait récupéré les pierres après son abandon pour construire les maisons avoisinantes. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Regardez les remparts de la ville. Je ne les ai pas vus, fit remarquer Malo qui, malgré lui, se laissait prendre au récit de son visiteur. C'est bien ce que je vous dis. Ils ont disparu, comme dans beaucoup de villes. Les gens sont pragmatiques. Ils ont besoin de pierres, il y a un bâtiment en ruine à côté, ou déserté. Ils recyclent. Des écolos avant l'heure, intervint Malo. L'autre ne goûta pas la plaisanterie. C'était surtout une question d'argent. La pierre de taille était chère. Si on pouvait s'en procurer sans débourser un sou. Malo faillit lâcher. On ne peut pas leur jeter la pierre, mais se retint à la dernière seconde. L'archéologue poursuivait déjà. Bref, on savait qu'il y avait peut-être des vestiges, à commencer par le promoteur, mais personne n'imaginait leur ampleur. Malo se souvenait très bien maintenant, alors qu'il parcourait mentalement l'article dont les lignes défilaient devant lui. On avait découvert que le quartier avait été artificiellement remblayé sur plusieurs mètres pour y installer des cultures maraîchères. Quand les bulldozers avaient commencé à creuser là-dedans, ils étaient vite tombés sur autre chose que de la terre, un impressionnant complexe. Il n'avait pas fallu longtemps pour que la pire crainte de tout promoteur se réalise, à savoir que les associations de défense du patrimoine ne se manifestent et ne portent l'affaire devant la mairie, le conseil général et la DRAC pour demander la suspension des travaux et la venue d'archéologues chargés d'étudier les vestiges et de déterminer leur importance pour décider de la suite à donner à l'affaire. On avait fait intervenir une société d'archéologie indépendante située à Marseille qui avait envoyé une équipe dirigée par le professeur Lapierre évaluer l'intérêt du site et son importance. Les fouilles avaient donc commencé et s'étaient poursuivies jusqu'à l'année suivante. Au fur et à mesure qu'elles progressaient, l'ampleur de la découverte n'avait cessé de croître, attirant l'attention des médias et des citoyens de la ville, qui voyaient, jour après jour, sortir de terre ce pan de leur passé, jusque-là seulement connu par des textes anciens. Malo, qui n'habitait pas loin, dans un appartement du centre-ville, avait eu maintes fois l'occasion de voir les vestiges de Saint-Géraud. En passant devant ces murs de pierre, ces salles pavées émergeant de la boue, ces voûtes intactes, il sentait une étrange émotion l'étreindre, comme il en avait eu enfant en visitant les ruines de Pompéi. Cette abbaye était à l'époque une des plus réputées de France, la grande sœur de Cluny, et ses vestiges sont bien plus importants et mieux conservés. Nous avons certains murs sur plus de 2 mètres d'élévation. Sentant que s'il laissait ce passionné se lancer dans son sujet, il en avait pour la soirée, Malo intervint. Tout ça, c'est très beau, professeur, mais cela ne m'explique pas votre présence ici. J'y viens, répondit Lapierre en levant les bras avant de prendre une nouvelle inspiration pour poursuivre. Vous savez sans doute que le sort de ce site extraordinaire n'est pas encore tranché. Oui, j'ai cru comprendre, acquiesça Malo, qui se souvenait que certains, au sein des autorités locales, préconisaient de tout recouvrir et de bâtir dessus le nouveau quartier comme prévu à l'origine. Que d'autres, au contraire, voulaient le mettre en valeur et créer un pôle d'études médiévales, peut-être même un musée qui aurait pu attirer des spécialistes et des visiteurs de toute l'Europe. Mais tout cela, bien sûr, avait un coût, qu'une municipalité comme Aurillac, petite ville de 27 000 habitants, ne pouvait assumer seule, du moins pas sans sabrer dans d'autres domaines, dont certains, comme le nouveau stade construit autour de la religion locale, le rugby, se révélaient autrement plus payants en termes électoraux. Il faudrait au moins 6 mois ou 1 an de plus pour mesurer la richesse de ce site. Vous vous rendez compte, nous avons trouvé, immergés dans l'eau d'une nappe phréatique, des sarcophages en bois datant du 8e siècle, en parfait état de conservation, qui vont nous permettre d'étalonner la dendrologie au niveau mondial. L'archéologue s'enflammait une fois encore et Malo perdait le fil. Fort bien, professeur. Je suis certain que ce site est admirable, mais je ne peux pas grand-chose pour vous. Il avait à peine prononcé ces mots que Lapierre l'arrêtait. Si, vous le pouvez. Il le dévisageait avec une telle fixité que Malo ravala les paroles qui montaient à ses lèvres pour l'écouter, alors qu'il poursuivait. C'est même de vous que va dépendre la suite de nos travaux. Je ne comprends pas, voit Malo, après un silence où il ne cessa de fixer Lapierre, qui lui rendait son regard comme un enseignant jaugeant un élève récalcitrant, ce qui, en toute autre circonstance, aurait eu le don de l'horripiler. Vous n'êtes pas sans ignorer, commença enfin le petit homme en se penchant en avant, que la poursuite des fouilles dépend essentiellement des financements qui nous sont versés, que ce soit par des donateurs privés ou des organes publics, mais qu'on doit aussi nous accorder mandat pour continuer nos travaux. Oui,
se contenta de répondre Malo sans quitter Lapierre des yeux. Bon. Tous ces gens, aussi bien les donateurs privés que les organismes officiels, attendent des résultats. Ils veulent du concret, des nouveautés, voire du sensationnel, si on peut leur en fournir. Nous avions cru que ces sarcophages extraordinaires seraient suffisants, mais nous nous trompions. La dendrologie n'intéresse personne en dehors des spécialistes. Il fallait quelque chose de plus médiatique, quelque chose qui les fasse rêver, qui leur donne envie d'en savoir plus, de protéger ce site, de prolonger les fouilles. Malo, qui entrevoyait où l'autre voulait en venir, demanda du bout des lèvres. « Et ce sensationnel, vous l'avez trouvé ?» Lapierre laissa passer un long moment avant de reconnaître, dans un murmure. « Oui. » Il s'attendait peut-être à ce que Malo le presse de questions, mais ce dernier, au contraire, demeura muet. Comme le silence entre eux devenait irrespirable, il finit par capituler. « Vous avez entendu parler de Gerbert, bien sûr. » Malo hocha la tête. Comment aurait-il pu ne pas en entendre parler? Aurillac n'avait pas tant de personnages qui avaient marqué l'histoire de leur temps. Gerbert, petit pâtre recueilli par les moines de l'abbaye d'Aurillac, devenu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II, le pape de l'an 1000, avait sa statue sur une des places de la ville. Le récit de sa vie et son ascension au sein du clergé dans cette époque agitée aurait pu inspirer un film. Lapierre enchaînait déjà. Vous savez donc que Gerbert, après avoir quitté l'abbaye, est allé étudier dans les monastères proches de la frontière espagnole, à l'époque dirigés par les califes omeyyades. Certains affirment même qu'il se serait rendu dans les bibliothèques du calife de Cordoue. Qui sait? Il s'interrompit avant d'ajouter, le regard soudain lointain, comme égaré dans le temps et l'espace. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est qu'il a importé en France une mathématique arabe, et dit-on le zéro, qu'il a inventé un système de calcul révolutionnaire pour l'époque. Mais cela va plus loin encore. Sa voix, consciemment ou non, avait pris plus d'emphase. Encore, Malo, fasciné, oubliant temporairement son cynisme premier, se laissait embarquer. Des légendes circulent sur Gerbert, le pape savant, le pape sorcier, et l'Église a envers lui une attitude ambiguë. Certains voient en lui un alchimiste, d'autres un génie de la mécanique, car il construisait des horloges, des orgues et d'autres machines extraordinaires, dont une... Lapierre hésita. « Dont une ?» le relança Malo. « Vous allez vous moquer. »« Je vous promets que non, assura-t-il, fixant Lapierre d'un regard pénétrant. Ce dernier s'humecta les lèvres avant de poursuivre d'une voix presque inaudible. « On dit qu'il aurait ramené d'un voyage lointain une tête de métal mécanique. » Malo haussa les épaules. « Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire? Il existait bien des marionnettes à cette époque, non ?» Qui répondait par oui ou non aux questions qu'on lui posait, acheva l'archéologue d'une voix sourde sans le quitter des yeux. Un sourire étira les lèvres de Malo. « Vous plaisantez ?» Devant l'expression de Lapierre, Malo ajouta. « Voyons, professeur, ne me dites pas que vous vous accordez foi à... » Il se tut. « Je suis un scientifique, capitaine, pas un de ces dingues de conspiration ou de secret, de ces passionnés d'alchimie ou de trésors cachés. Je ne crois que ce que je vois. »« Alors ?» tenta Malo en écartant les bras. « Cette tête, capitaine, nous l'avions trouvée. » Le sourire de Malo s'effaça, ses yeux s'étrécirent alors qu'il fixait le visage lunaire du petit homme comme pour chercher, sur ses traits, une trace de moquerie ou... Mais non, il ne plaisantait pas. Il était même parfaitement sérieux quand il acheva. « Je l'ai vue, je l'ai touchée de mes mains, elle existe !»« Pourquoi dites-vous « nous l'avions trouvée » l'archéologue répondit d'une voix enrouée. « Parce que nous ne l'avons plus, capitaine. On nous l'a volée. »